Alors, le mois prochain, figurez-vous, le 7 décembre, je vais fêter mes 18 ans de bar. Et quand j'ai commencé, mes confrères me demandaient quel type d'avocat je voulais être. Et je répondais avec conviction, avocat contentieux en droit du travail. Et assez souvent, je récoltais des sourires narquois, un peu moqueurs et désabusés de confrères plus âgés me disant: «Mais ma chère consoeur, vous n'y pensez pas, le contentieux prud'homal, c'est fini, où ça va finir? Ça a eu payé, mais ça paie plus.» Et ces Cassandres ne savaient probablement pas si bien dire. Donc, depuis 2011, on constate une dégradation préoccupante de notre justice prud'homale. Il y a 2 fois moins de nouvelles affaires qui sont déposées devant le conseil de prud'homme chaque année. Ces affaires sont traitées en 2 fois plus de temps et pour obtenir, la plupart du temps, des indemnités 2 fois moins importantes. Le bilan est grave. Et ce sera l'objet de ma première partie en m'appuyant sur, les, enseignements principaux du rapport qui a été établi par la Cour des comptes en juin 2023, sur, la situation des conseils de prud'homme, et notamment en revenant sur, les différentes réformes qui, sont intervenues depuis 2008. Alors, face à cette situation, que faisons-nous? Est-ce que nous renonçons, à notre rêve de rester, avocat contentieux en droit du travail jusqu'à la fin de notre carrière et d'en vivre à peu près correctement? Est-ce qu'on renonce à notre conviction, que le contentieux prud'homal est absolument indispensable pour réguler le marché du travail et dans l'intérêt de nos clients? Parce qu'évidemment, la décroissance du contentieux prud'homal, vous savez bien, ne s'est pas, accompagnée par une décroissance des conflits du travail. Et on sait aussi que tous les marques de transactions et ruptures conventionnelles ne valent que s'il y a un risque contentieux, parce que s'il n'y a pas de risque contentieux, à quoi bon faire des concessions? Alors, comment combattre notre frustration? Comment soulager nos inquiétudes? C'est ce sur quoi on a travaillé, au cabinet donc depuis, plus d'un an maintenant et on a eu l'idée donc, de tenter de développer ce contentieux de l'indemnisation des retards de justice qui nous est apparu comme une solution assez pertinente compte tenu de ces, 3 effets vertueux. Alors d'abord le premier effet vertueux, c'est évidemment pour le client final qui obtient, une indemnité. Le deuxième effet vertueux, c'est, pour le fonctionnement, de la justice prud'homale. L'idée, c'est d'essayer de faire repartir le contentieux grâce, à une amélioration, de la justice prud'homale et notamment, en incitant, en contraignant, l'État à fournir, le budget dont on a besoin et ce sera l'objet donc de ma deuxième partie, de vous présenter ce contentieux et de détailler, l'indemnisation. Et là, vous vous dites, il manque un troisième effet vertueux et effectivement, le troisième effet vertueux, c'est pour, les avocats contentieux, travaillistes, toujours les mêmes. Ce contentieux de l'indemnisation, des, retards de justice est, de notre point de vue, un formidable outil de développement des cabinets. Donc, vous le savez probablement, des actions ont été engagées, soit de façon, individuelle, soit, chapeautées par le SAF qui a lancé pas mal de dossiers d'indemnisation. Et en fait, c'est des actions qui ont été pensées au bénéfice du client final, ce qui est très bien, pour influer sur le fonctionnement judiciaire, ce qui est très bien aussi, mais cette action n'a jamais été envisagée jusqu'à présent comme un outil de développement des cabinets contentieux travaillistes. Et nous, c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler, parce qu'en fait, on pense que c'est très important d'inciter les confrères à engager ces actions. Et il faut qu'il y ait un avantage immédiat pour nous, parce que sinon, évidemment, on n'est pas très motivé. Et ce sera donc l'objet de ma troisième partie. Donc, je démarre avec ma première partie. Ce rapport de la Cour des comptes, c'est une centaine de pages, mais ça vaut vraiment le coup de le lire si vous en avez le courage. Et on a mis un lien vers ce rapport sur notre site internet. Dans le blog, on a créé un site internet qui s'appelle Retard de justice by Sagan. Vous pouvez avoir accès à ce rapport. Alors, d'abord, les retards de justice, on parle de quoi? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une diminution de nombre de nouvelles affaires qui sont déposées chaque année devant, le conseil de prud'homme, de façon assez, magistrale comme vous pouvez le voir puisque en 2009, il y avait 200 000 nouvelles affaires déposées chaque année et en 2021, on n'en a plus que 98 000. Donc on est quand même sur une situation, quand même très préoccupante, notamment pour nous et notre activité, parce que quand on voit l'allure à laquelle il y a cette baisse, on peut se demander dans 5 ans ou dans 10 ans combien de dossiers seront déposés devant le conseil de prud'homme. Alors avec cette diminution du nombre de nouvelles affaires, on n'a pas du tout eu une diminution des délais de traitement, bien au contraire, on a eu une très forte
l'augmentation des délais de traitement, puisque devant le conseil de prud'homme, donc sur cette même période, on est passé de 9,9 mois en moyenne sur la France à 16,3 mois en moyenne sur la France en 2021. Je pense que vous l'avez tous constaté. Évidemment avec des situations qui peuvent être différentes, hein, d'un conseil de prud'homme à l'autre, mais il n'empêche que quand même au global, on est dans une situation qui est très critique. Alors on parle toujours de Nanterre, sachez que Nanterre, n'est pas le pire. La tête des charts, change, un peu, d'une année sur l'autre, notamment en raison de dysfonctionnement des greffes. En 2021, le grand gagnant, c'est Saint-Dié-des-Vosges, figurez-vous, et pas du tout Nanterre. Saint-Dié-des-Vosges, 30 mois, en 2021 pour avoir une affaire finie devant le conseil de prud'homme. Et après, on a des conseils de prud'homme où la situation est très très critique, notamment à Lyon, où ils sont incapables de rendre leur délibéré dans un délai inférieur à 12 mois. Devant les cours d'appel, on est sur un délai moyen qui est de 20 mois. Tous les chiffres sont issus de ce rapport de la Cour des comptes, qui n'a pas donné le chiffre pour 2009. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une augmentation aussi des délais devant la Cour d'appel, tout simplement parce que le taux d'appel est de plus en plus fort sur les décisions prud'homales. Alors, pourquoi cette situation? En dépit ou à cause, on ne sait pas trop, des réformes depuis 2008. Donc ça, c'est quand même un point très important. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 2008, il s'est déjà passé la rupture conventionnelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le contentieux de la rupture du contrat représente en moyenne allez, entre 87 et 95 des saisines du conseil de prud'homme. Et bien sûr, sur une rupture conventionnelle, comme vous le savez, il n'y a pas de saisine du conseil de prud'homme. Et donc, ça aurait entraîné une baisse d'environ 30 des saisines. Ça aurait, parce qu'en fait, il y a un problème de monitoring des réformes. En fait, il n'y a aucun chiffre. Et d'ailleurs, c'est ce que dénonce notamment la Cour des comptes en disant qu'on est dans le flou total pour savoir finalement comment expliquer cette situation. En 2016, et vous le savez, on a eu cette réforme de la procédure qui a été terrible pour nous. Donc devant le conseil de prud'homme avec le formulaire de requête obligatoire, donc complexifier l'engagement de la procédure. Alors l'objectif, oui, c'était quand même de complexifier, on va pas se mentir, mais c'était aussi de permettre en fait aux conseillers d'essayer de lors de la conciliation trouver des solutions. Parce que comme ils avaient la requête, bah, a priori, ils connaissaient le dossier et donc ils pourraient plus facilement jouer leur rôle de conciliateur. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, parce que comme vous le savez, avec la requête, on n'est pas obligé d'envoyer les pièces. Donc la requête en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et de toutes les façons, et j'y reviendrai, les conseillers prud'homaux ne sont pas payés pour les heures d'instruction des dossiers. Donc évidemment, ce n'est pas très motivant pour eux. Cette réforme a aussi pour effet d'organiser la mise en état des affaires, donc ce qui est de plus en plus fait dans de plus en plus de conseils de prud'homme, même si ce n'est pas le cas partout, donc avec ces audiences de mise en état jusqu'à une clôture et ensuite la détermination d'une date de plaidoirie, donc sur un modèle qui ressemble beaucoup plus au modèle de procédure écrite. Et puis il y a aussi la modification des règles de désignation des conseillers prud'homaux, sans qu'a priori, ça ait beaucoup d'impact sur les délais de procédure. Devant la Cour d'appel, cette réforme, elle a eu pour effet de rendre obligatoire la représentation d'avocats ou de défenseurs syndicales, et puis surtout, ces délais couperés Magendie, qui ont surtout eu pour effet de faire exploser la mise en cause de nos responsabilités pro et de nous retrouver dans des situations assez ubuesques que vous connaissez par cœur devant la Cour d'appel, où on doit conclure en 3 mois et patienter pendant 2 ans avant d'être audiencé. La troisième réforme, c'est celle de 2017 avec les barèmes Macron, avec une double conséquence, donc une baisse du nombre de nouvelles affaires qui concernent les plus petits dossiers, les enjeux financiers les plus petits, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 11, pardon, pas de plus de 11, et avec des salariés qui justifient entre 2 et 5 ans d'ancienneté, puisque comme vous le savez, on est en dessous de l'indemnité minimum de 6 mois qu'on avait avant cette réforme. Ça a eu aussi pour conséquence, et ça avait été vraiment l'effet pervers qui avait finalement été peu pris en compte par le législateur à ce moment-là, c'est l'accroissement de la complexité des affaires. Parce que comme on ne peut plus aller, on essaye de déplafonner, de débarémiser, et donc du coup, on va beaucoup sur la nullité. On multiplie les demandes là où on ne le faisait pas nécessairement avant, et donc les affaires sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et ça, pour le coup, ça explique notamment l'accroissement des délais. La dernière réforme, c'est celle de
2019 avec une mutualisation des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud'homme. Alors ça devait être une bonne idée, mais comme c'est extrêmement mal, exécuté, ça en devient une extrême, mauvaise idée et qui explique notamment la situation, de conseils de prud'homme comme Saint-Dié-des-Vosges ou comme Avranches qui pendant 1 an n'avaient plus de greffier donc les causes, de ces, retards de justice. Encore une fois, toutes les informations là, pour moi, c'est des informations vraiment de bon sens et je rejoins la Cour des comptes, mais c'est pas moi, hein, c'est la Cour des comptes. D'abord, il y a un problème de compétence des conseillers prud'homaux qu'on peut tous, constater avec, cette, très mauvaise qualité des décisions qui peuvent être, rendues, soit qui sont incompréhensibles, soit juridiquement, complètement, folles. Donc, il y a un problème de formation des conseillers prud'homaux. Donc un problème de formation initiale et un problème de formation continue. Alors sur la formation initiale, donc il y a une formation obligatoire, des conseillers prud'homaux et si jamais ils ne la font pas, ils sont réputés démissionnaires. C'est une formation de 5 jours, qui me paraît quand même pas énorme, quand on voit, nous, le temps qu'on a passé à la fac et puis surtout, c'est une formation qui doit être réalisée dans un délai de 15 mois à compter du début du mandat. Donc ce qui veut très concrètement dire que pendant 15 mois, on peut avoir des conseillers prud'homaux qui rendent des décisions et qui ne sont absolument pas formés au droit. Donc bizarre. Alors la formation initiale, elle est délivrée par l'ENM. Il faut savoir que, tous les conseillers sont payés. Les conseillers salariés sont, maintien de salaire comme d'habitude à chaque fois qu'ils font, un travail prud'homal au titre de leur mandat et les conseillers employeurs, sont indemnisés au titre d'une vacation. Sur la formation continue, c'est pas organisé au niveau de l'ENM. La plupart du temps, c'est fait au niveau des syndicats. On n'a absolument, aucun chiffre, rien du tout. C'est le président du conseil de prud'homme qui est censé, récolter toute l'information sur la formation, continue. Or, ils ne le font pas. Donc en fait, on ne sait pas du tout, qui est-ce qui a une formation continue. Sur les 4 ans de mandat, les, conseillers salariés, ont droit à 6 semaines de, formation continue avec, au maximum 2 semaines par an qui sont indemnisées au titre du maintien de salaire. En revanche, pour les employeurs, c'est pas payé. Donc, vous imaginez bien que, les conseillers employeurs, ont pas très envie, de faire, cette formation. Donc il y a vraiment un problème, de formation qui est très clair. Il y a un problème de rémunération qui est véritablement scandaleuse et en plus avec un vrai écart entre les conseillers employeurs et les conseillers salariés. Les conseillers salariés ont un maintien de salaire, les conseillers employeurs, ils ont une vacation, ils sont payés moins que le SMIC et voilà, on a une justice qui est réalisée par des gens qui sont payés moins que le SMIC et je pense que, on le voit et quelque part, c'est pas vraiment de leur faute parce que nous aussi, si on était payés, ce qu'ils sont payés, je pense qu'on ne serait pas super motivés. Donc ça, il y a un vrai, vrai sujet sur la question, de la rémunération et puis, il y a aussi un certain nombre de tâches qui ne sont pas rémunérées comme je vous l'indiquais et notamment l'instruction des dossiers. C'est pour ça que quand on arrive, devant le bureau de conciliation ou devant le bureau de jugement, on a des conseillers qui ne savent absolument pas de quoi on va leur parler. On a un autre problème qui est, l'inadaptation de la carte judiciaire et de la répartition entre les sections. Donc en fait, selon les bonnes pratiques qui ont été, identifiées, il faudrait que chaque conseiller se voit attribuer un nombre minimum d'affaires nouvelles, chaque année, qui est au moins égal à 9 et maximum 15. Pourquoi 9? Parce qu'en fait, sinon il n'y a pas de professionnalisation possible. Ils traitent un nombre insuffisant de dossiers et pourquoi pas plus de 15? Parce que sinon, ils ont trop de travail et c'est pas compatible avec le caractère, d'activité à temps partiel que normalement est censé représenter, un mandat prud'homal et évidemment, on n'est pas du tout sur ce ratio-là. Il y a des conseils de prud'homme, où il y a très peu d'affaires et on est en dessous de 9 et il y en a d'autres où il y a énormément d'affaires et on est bien au-dessus de 15. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire et là, il faudrait vraiment, réformer au niveau de la carte judiciaire et de la répartition entre les sections. Autre cause, l'insuffisance de pilotage des, conseils de prud'homme. Alors, le pilotage des conseils de prud'homme, intervient à 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le rôle du président et du vice-président. Donc comme vous savez, il y a un mandat alternatif entre, les salariés et les employeurs, les conseillers salariés pardon et les conseillers employeurs et en fait, c'est difficile du coup d'avoir une action, sur la durée et ce que propose la Cour, des comptes, c'est qu'en fait, au cours de ce mandat de 4 ans, on puisse avoir, un président salarié pendant 2 ans et un président employeur pendant 2 ans, ce qui permettrait d'avoir quand même un meilleur suivi. Le président et le vice-président doivent établir un rapport d'activité qu'ils doivent transmettre à la cour d'appel, sur, leur activité, au sein de leur conseil. Or, ils n'ont pas le temps de le faire et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça ne parvient pas à la cour d'appel et du coup, il y a aucun pilotage possible puisque la cour d'appel ne sait absolument pas ce qui se passe
dans les conseils de prud'homme de son ressort. Ensuite, il y a un rôle du tribunal judiciaire. Alors, le tribunal judiciaire, depuis la mutualisation des greffes, il a un rôle en fait, d'organisation du travail des greffiers et du, dispatch, entre le TJ d'un côté et le conseil de prud'homme de l'autre. Donc il est censé faire un suivi des effectifs, des greffes et puis les CPH sont censés, mettre en avant, leurs besoins pour, pouvoir avoir suffisamment de greffiers et pour organiser ça, ce qui avait été prévu dans le cadre de la réforme de 2019, c'est qu'il y ait des protocoles signés entre les CPH et les TJ, pour pouvoir organiser la mise à disposition de greffiers. Or, ces protocoles n'ont pas été conclus et là encore, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on n'a aucun chiffre. On ne sait même pas comment véritablement sont répartis les greffiers et à écouter les greffiers, on a l'impression, qu'ils sont affectés, comme ça, un peu, en urgence, sans véritable organisation. Donc il y a 211 CPH en France et il y a 9 CPH qui échappent à cette règle de mutualisation, donc qui ont des greffes autonomes comme ils appellent ça et donc par exemple, celui, de Paris et là on voit quand même qu'il y a un meilleur fonctionnement parce qu'il y a un greffe autonome justement. Le tribunal judiciaire intervient aussi, puisqu'il affecte les juges départiteurs. Les juges départiteurs, il y en a 48 en ETP au niveau de la France, donc vous imaginez que c'est quand même pas beaucoup, beaucoup. Donc il y a un vrai manque de disponibilité des juges départiteurs et puis il y a aussi un vrai manque de feedback en fait, et d'échange entre les CPH et les, juges départiteurs et en fait, la plupart du temps, quand un juge départiteur intervient sur, une affaire, les conseillers d'origine sont même pas au courant, de la décision qui a été, rendue dès lors qu'ils, siègent pas, avec le juge départiteur. Sur le rôle de la cour d'appel, donc c'est vraiment la cour d'appel qui a un rôle de pilotage sur la base des rapports d'activité qui, comme je vous l'ai indiqué, ne sont pas réalisés. Donc en fait, il y a pas de pilotage. Ce qu'il faudrait, c'est que la cour d'appel puisse, transmettre ses arrêts d'infirmation au conseil de prud'homme pour qu'il puisse se professionnaliser et c'est pas fait non plus. Et puis ensuite, il y a ce bon vieux conseil de la prud'homie que j'ai redécouvert dans le cadre de ce rapport de la Cour des comptes. Je me souviens bien, des, cours d'Antoine Mazot, là-dessus, mais alors vraiment, on ne le voit pas beaucoup et on le voit pas beaucoup parce qu'il se réunit, à peine 1 à 2 fois par an et en fait, ils font pas grand-chose et en tout cas pas, les choses qui seraient, importantes de faire sur, le fonctionnement de la justice prud'homale. Et cerise sur le gâteau, il y a un déficit considérable de systèmes d'information et de moyens. Alors sur le système d'information, en fait, ils utilisent une application qui s'appelle Wingies, qui est une application qui date des années 90. Donc on est vraiment sur une justice extrêmement archaïque et en fait, il n'y a pas de digitalisation des dossiers et donc ça, c'est quand même un énorme sujet, pour, le traitement par, les conseillers prud'homaux. Et puis surtout, il y a pas de partage, des décisions. Voilà, à chaque fois qu'ils doivent rédiger un jugement, en fait, ils recommencent, quasiment à zéro. Donc cette application Wingis, elle est complètement dépassée. Au niveau du ministère, ils sont en train de mettre en place une nouvelle application qui s'appelle Portalis et avec une application spécifique pour les CPH qui est déjà utilisée, hein, par, certains CPH pilotes et qui est utilisée par, d'autres tribunaux et notamment les tribunaux judiciaires. Le problème, c'est que ça prend énormément de retard. Ça, c'est une première chose, mais surtout, l'énorme problème, c'est que pour avoir accès à Portalis, contrairement à Wingis, il faut avoir une, adresse mail @justice.fr. Ça paraît bête, mais il n'y a que le président ou le vice-président du, conseil de prud'homme qui a cette adresse-là, pas les autres conseillers et en fait, ils sont traités comme étant des usagers, et pas des acteurs du système judiciaire français. Donc ça, c'est quand même un énorme scandale et en fait, par Portalis, ils pourraient notamment avoir accès à un closier enfin, une sorte de dictionnaire de motivation dans lequel ils pourraient, piocher, ce qui serait quand même extrêmement utile et ce qui leur permettrait d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, pour l'instant, ça bloque puisque, le, ministère de la Justice ne veut pas donner, une adresse mail, @justice.fr aux conseillers prud'homaux autres que président, vice-président. Et évidemment, il y a un manque de moyens informatiques et d'accès, aux ressources documentaires. Donc le seul accès, ils ont accès à une seule ressource documentaire qui est LexisNexis. Alors c'est très, très bien LexisNexis, mais pour des juristes, moi je trouve quand même que c'est, un des sources documentaires les plus compliquées et je vois pas très bien, ce qu'un non-juriste, qui est pas encore formé à ces pauvres 5 jours de, formation peut faire avec, LexisNexis. Donc voilà, on est quand même dans une situation, très, très dégradée, hein.
Puis évidemment, il y a une très faible confiance dans la justice prud'homale et ça, on retrouve ça dans les chiffres, donc de la part, des conseillers eux-mêmes, hein, puisque ça donc c'est, les départages. Le taux de départage, il est de 10 et selon les bonnes pratiques, il devrait être, aux alentours, enfin, il ne devrait pas dépasser 5. Ce serait le bon chiffre, donc il est 2 fois, trop important. Sur les causes de départage, en application, du code du travail, en fait, on a une seule cause, de départage qui est, l'égalité, des voix, comme vous savez. Mais en fait, il y a d'autres causes qui sont données par la Cour des comptes. Je vous les lis parce qu'elles sont drôles. Manque de temps pour rédiger un jugement, difficulté juridique de l'affaire, notamment en raison du nombre, trop important, de demandes ou de pièces à analyser et une opposition, c'est écrit comme ça, opposition dogmatique entre conseillers avec refus d'une analyse juridique objective et d'appliquer la jurisprudence. Voilà, ça laisse songeur. Ça, c'est pour le départage. Sur l'appel, alors le taux d'appel, il est colossal, il est à 60 et il faut savoir que sur les tribunaux de commerce, c'est à 15. Les appels des décisions de tribunaux judiciaires, on est à 12. Alors pourquoi? D'abord, très, très mauvaise qualité, des jugements, prud'homaux, mais aussi, parce qu'on a un taux de confirmation, qui est à 30. Ça veut dire qu'on a un taux d'infirmation qui est à 70 et que statistiquement, quand on a perdu en première instance, on a intérêt à, interjeter appel et donc ça, c'est quand même une vraie difficulté et qui est, à l'origine de nos délais, complètement déments. Voilà, alors, c'est le plan de redressement des conseils de prud'homme tel qu'il a été proposé par, la Cour des comptes. C'est 9 recommandations et pour moi, c'est 9 recommandations qui sont assez intéressantes parce que d'abord, elles sont pleines de bon sens et en fait, elles visent à essayer de tirer parti, des réformes qui sont déjà intervenues, ne serait-ce que de les monitorer pour savoir un petit peu comment ça se passe post-réforme au sein des conseils de prud'homme. De ce point de vue-là, ça me semble vraiment être une bonne idée, mais c'est très inquiétant aussi parce qu'en fait, on voit qu'on est plus de 10 ans après, enfin ouais, 10 ans, 5 ans, 8 ans après les réformes, qu'on ne sait toujours pas ce que ça a donné et qu'on s'y met que maintenant et que ce sera donc dans un deuxième temps qu'on va essayer de revoir le système prud'homal. Et moi, ça me paraît très très long et ça m'inquiète. Mais en revanche, il me semble qu'il n'y a pas d'autre choix que de commencer par un état des lieux et de faire cet état des lieux. Donc, comme je vous l'ai indiqué, une solution pourrait être, la mise en cause de la responsabilité de l'État au titre, donc ce qu'on appelle, des retards de justice pour aller plus vite, hein, mais c'est, on appelle ça les DAL aussi, les délais anormalement longs de justice. Alors sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'État. Donc, rapidement, je vous rappelle, le fondement juridique. On est sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Personne n'a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ça a été transposé en droit interne, c'est, donc le code de l'organisation judiciaire qui prévoit aussi bien ce droit que le droit à indemnisation. Et en fait, ce qu'on considère, c'est que, les délais déraisonnables constituent un déni de justice et c'est sur le fondement de déni de justice qu'on a donc droit à cette indemnisation. Sur les conditions de recevabilité de la demande. Alors, il y a une prescription qui est quadriennale. Donc, à l'heure où je vous parle, le 9 novembre 2023, sont toutes les décisions définitives rendues depuis le 1er janvier 2019 qui sont éligibles. À compter du 1er janvier 2024, ce seront toutes les décisions définitives rendues depuis le 1er janvier 2020. Donc si vous avez des décisions éligibles en 2019, là c'est le moment d'y aller parce que dans un mois et demi, la prescription est acquise. Il faut savoir qu'il y a une mise en demeure obligatoire, donc une mise en demeure, un délai minimum de 15 jours, hein, avant de pouvoir assigner. Ça veut dire qu'il faut que les dossiers soient lancés au plus tard le 10-15 décembre, enfin plutôt 10 décembre parce qu'ensuite, aller trouver un huissier pour assigner pendant les congés de fin d'année, ils prennent très cher en général à ce moment-là. Voilà, faut faire attention. C'est une action qui est possible qu'on ait gagné ou perdu le dossier. Ça, c'est très important. C'est vraiment lié en fait, alors je vous l'expliquerai ensuite, il y a 2 préjudices qui sont réparés, un préjudice moral, un préjudice financier. Le préjudice moral, c'est un préjudice d'anxiété et ce préjudice d'anxiété, du coup, il est vraiment lié au délai et sans, rapport avec le fait qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Le préjudice financier, en revanche, c'est un préjudice, qui est lié, au montant des condamnations, donc là, il faut avoir gagné pour y avoir le droit. Et le dernier point qui pose problème, c'est pour les demandeurs comme pour les défendeurs. Et ça, c'est la position très claire de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment de cet arrêt du 6 avril que je vous ai indiqué en bas, où la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné le Portugal pour avoir refusé l'indemnisation d'un employeur dans le cadre
d'une personne morale dans le cadre des délais de justice. C'est aussi la position du tribunal des conflits qui a considéré que le préjudice moral d'une personne morale est lié à une situation prolongée d'incertitude générée par une durée excessive des procédures contentieuses. Et en fait, c'est pas très étonnant puisque c'est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la personne morale est éligible à la réparation de son préjudice moral et que une situation de stress ou d'anxiété n'est pas l'apanage de la personne physique et peut aussi être étendue à la personne morale. Mais néanmoins, le tribunal judiciaire de Bordeaux en a décidé autrement et a considéré que l'employeur n'était pas éligible à cette indemnisation. Donc dans les deux décisions, il y avait des délais déraisonnables qui ont été reconnus par le tribunal judiciaire de Bordeaux, mais néanmoins, aucune indemnisation du préjudice moral n'a été accordée et les sociétés n'ont même pas eu l'article 700. Donc pour moi, c'est une aberration juridique. Sur ces deux décisions, il y en a une qui fait l'objet d'un appel et la décision elle va intervenir courant novembre, fin novembre. Et puis nous, on a plaidé devant le tribunal de proximité pour un employeur et on a eu la décision avant-hier. On a juste le passé motif pour l'instant et on s'est fait débouter. Donc, bon, d'abord, je suis curieuse de connaître quel est le fondement. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de délai de retard. Est-ce que c'est ça qui a influé ou est-ce que le tribunal de proximité a appliqué la jurisprudence du TJ de Bordeaux? Je le saurai dès que je recevrai la décision par la TOC. Voilà, en tout cas, nous, on va se battre parce qu'il n'y a aucune raison. Et en fait, dans sa décision du 6 avril 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a bien indiqué s'il n'y avait pas de sanction, en fait, ça revenait à dénier aux employeurs, aux personnes morales, le droit à avoir un délai raisonnable de justice, qui est évidemment impossible, puisque l'article 6, paragraphe 1 de la Convention vise bien personnes morales et personnes physiques, et ça a été jugé et rejugé. Voilà, donc un peu la situation. En tout cas, sachez qu'il y a très peu d'aléas côté salarié, en tout cas côté employeur, pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, comment calculer cette indemnisation? Le premier point, quand on calcule, on commence par calculer les retards. Ça se calcule en mois. Il faut savoir, et c'est très important, que le seul dépassement du délai légal n'est pas constitutif d'un déni de justice. Donc, vous savez que par exemple, quand on saisit le conseil de prud'homme dans le cadre d'une prise d'acte, le CPH est censé se prononcer en un mois. Et donc, comme vous l'avez constaté, c'est rare que ça se passe en un mois. Ça, c'est pas un délai raisonnable, c'est un délai légal. Et donc, il faut vraiment que le délai de procédure soit déraisonnable. Alors, comment on calcule ça? La jurisprudence de la Cour de cassation nous dit on doit faire une appréciation qui est in concreto et qui dépend des conditions de déroulement de la procédure, de la nature de l'affaire, de sa complexité, du comportement des parties en cause et de l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre partie, compte tenu de sa situation particulière, à ce que le litige soit tranché rapidement. Dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. C'est une appréciation qui est totalement in abstracto. On a essayé de voir autre chose, ça marche pas. Donc, le tribunal judiciaire ne fait ni deux, appréciation in abstracto, et c'est confirmé par la Cour d'appel qui, elle aussi, fait une appréciation in abstracto. Alors, sur la globalité, donc la durée raisonnable d'une procédure CPH, c'est 16 mois, et Cour d'appel, 14 mois. Juste sur ce point, vous vous souvenez que dans mes premières slides, je vous indiquais qu'en 2009, la durée moyenne devant le conseil de prud'homme était de 9 mois et qu'en 2021, elle est de 16 mois. Donc, vous voyez bien qu'en fixant à 16 mois le délai raisonnable, on n'est pas du tout sur un délai raisonnable, on est sur un délai moyen. Et moi, je suis très très contre ce barème. Néanmoins, c'est celui qui existe aujourd'hui et qui est appliqué. Et essayer de se battre contre ce barème, pour l'instant, me semble être digne de Don Quichotte et ses moulins à vent. Donc après, à chacun de voir s'il souhaite être pragmatique ou combatif. Nous, pour l'instant, on a une approche très pragmatique. On applique les barèmes, pouvoir aller vite et obtenir des premières condamnations de l'État. Mais c'est sûr qu'à un moment, il va falloir faire quelque chose contre ces barèmes qui n'ont aucun sens. Alors ça, c'est une appréciation totale, mais en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Les délais sont calculés étape de procédure par étape de procédure. On va prendre la date de saisine du CPH, l'audience de conciliation, et là, il y a un délai raisonnable de 3 mois. Vous êtes à 2 mois, mais il n'y a pas de délai déraisonnable. Vous êtes à 4 mois, vous avez 1 mois de délai déraisonnable. Et en fait, c'est ces délais déraisonnables qu'on va ajouter les uns aux autres pour arriver au nombre total de mois de délai déraisonnable. Si jamais c'est 2 mois, l'État ne prend pas un crédit de 1 mois, c'est comme si c'était 0. Donc voilà comment ça se passe. Saisine CPH, audience de BCO, c'est 3 mois. Entre l'audience de BCO et l'audience de BJ, c'est 9 mois. À chaque fois qu'il y a un renvoi
sollicité par l'une ou l'autre partie, on s'en fiche complètement, savoir si c'est justifié, pas justifié, et cetera, c'est 6 mois. Entre le PV de partage de voix et l'audience de départage, c'est 6 mois. C'est une bonne blague, comme vous pouvez le voir. Entre l'audience de jugement et le délibéré, c'est 2 mois. Et entre le délibéré et la notification, c'est 2 mois. Donc voilà, on va vraiment calculer comme ça. Et ensuite, on passe à la cour d'appel et on va calculer entre la date de déclaration d'appel et la date de l'audience de plaidoirie, il doit avoir 12 mois. Et entre la date de l'audience et la notification de l'arrêt, il doit avoir 2 mois. Il y a aussi des délais qui s'appliquent pour la cour de cassation. Bien sûr, il y a des délais qui s'appliquent voilà, pour tout. Ce barème, il est complètement officiel puisque si certains d'entre vous ont déjà engagé ce type de procédure, et ben vous savez que le tribunal judiciaire nous l'envoie au moment de l'assignation avec le numéro de RG définitif. Donc c'est très 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 officiel. Ce qui est très officiel aussi, c'est le calcul du préjudice moral. Alors là aussi, on vous dit in concreto, machin, non, non, c'est pas in concreto, c'est complètement in abstracto. On avait des cas où on avait des salariés qui s'étaient retrouvés dans des situations inextricables du fait des retards de justice, et notamment à Lyon, avec les délais de délibéré, et prorogés pendant 12 mois. Et on avait apporté les pièces justificatives, etc. On s'est fait débouter de tout. Ils appliquent 200 € quoi qu'il arrive. Donc c'est pas la peine de trop s'énerver non plus pour aller justifier d'un préjudice, parce que quoi qu'il arrive, le barème c'est 200 € et ils donnent pas plus. Alors, et nous, là aussi, ce barème pour d'abord 200 €, pourquoi 200 €? C'est quand même pas cher payé, et surtout, nous, ce qu'on trouve complètement déraisonnable, c'est qu'en fait, ça vaut 200 € qu'on ait 2 mois de retard ou 48 mois de retard. C'est pas du tout la même chose. Si vous transposez ça à une situation de retard de train, c'est pas du tout la même chose d'avoir une demi-heure de retard ou d'avoir 24 heures de retard. Et là, c'est la même logique, en fait. Ça devrait être exponentiel. On l'a plaidé, 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 et ça sert à rien. Et d'ailleurs, le président de la chambre 1 du tribunal judiciaire de Paris passe son temps à nous dire: «Non, non, mais arrêtez de me plaider ça, vous savez que je ne changerai pas ma jurisprudence». En disant que sa jurisprudence est plus favorable que celle de la cour d'appel de Paris, ce qui est en plus pas tout à fait vrai. Sur le préjudice financier, alors, donc là, celui-là, il est évidemment que dans les cas où le salarié a gagné. Il est que aux salariés, parce que quand même c'est très rare, enfin, quand bien même le droit serait possible, l'éligibilité serait possible pour les employeurs, c'est quand même très rare qu'ils obtiennent des condamnations en leur faveur. Donc pour le salarié, ça ne vise que les condamnations qui n'ont pas donné lieu à d'intérêts légaux depuis la première instance, c'est-à-dire c'est les dommages et intérêts et article 700. Donc en fait, on va prendre les dommages et intérêts et article 700, et ensuite, on va calculer les intérêts légaux sur ces sommes-là, à compter de la date à laquelle aurait dû se terminer la procédure si elle avait été traitée dans un délai raisonnable, jusqu'à la date à laquelle elle s'est véritablement finie. Et ensuite, ils appliquent une décote de 10% au titre de la perte de chance. Je ne comprends pas vraiment pourquoi une perte de chance. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc, vous faites le calcul de tous vos intérêts légaux et ensuite vous mettez 10% de décote. Voilà comment est calculé le préjudice financier. Et évidemment, il y a un article 700 qui est de 1 200 € la plupart du temps par le TJ de Paris. Très important. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pour le TJ de Paris. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il faut savoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent sur tous les dossiers d'indemnisation de retard, peu importe le conseil de prud'homme, parce que, comme vous le savez, le siège social du défendeur est à Paris, puisque le ministère de la Justice est à Paris. Et donc ça, c'est très important, parce que le tribunal judiciaire de Paris est le tribunal qui connaît le plus de dossiers, voire beaucoup, beaucoup de dossiers, et qui applique sa jurisprudence, et c'est la jurisprudence la plus favorable en France. Par exemple, ce fameux TJ de Bordeaux que je porte dans mon cœur tout particulièrement, quand le salarié a perdu, il lui donne 40 € par mois de retard au titre du préjudice moral. Gentil. Et sinon, au maximum, il me donne 150 €. Donc, il y a une vraie inégalité en fait entre les tribunaux judiciaires, et donc il est beaucoup plus sécurisant de saisir le tribunal judiciaire de Paris qui a vraiment fixé sa jurisprudence. Il faut savoir que nous, quand on a commencé à travailler sur ces dossiers-là, on avait une centaine de décisions à disposition, alors qu'à Montpellier, par exemple, ils en ont 2. Vous voyez un peu l'écart, ce qui est complètement normal, hein. On est 35 000 à Paris, ils sont 300 à Montpellier, avocats. Donc voilà, tout ça est logique. Mais pour vous dire que vraiment, le tribunal judiciaire de Paris, il sait de quoi il parle. Alors, la procédure devant le tribunal judiciaire. Là, je vous ai mis ce qui devrait se passer et qui ne se passe pas du tout, encore une fois. On est vraiment sur une procédure
bizarre. C'est un sorte de petit arrangement entre amis et voilà. Donc on commence par une mise en demeure. On va mettre en demeure, j'ai mis la JE, mais en fait, il faut être un peu plus précis. On va mettre en demeure le ministère de la Justice. Et là, ils sont complètement sous l'eau, ils sont incapables de répondre, surtout n'attendez pas les réponses. Ils répondent quand ils répondent, dans un délai, moyen de 6 mois. Et on se retrouve avec, des situations qui sont merveilleuses, c'est-à-dire ils nous envoient des mails pour nous dire: «Ah au fait dans ce dossier on veut bien transiger». Nous, il y a un dossier où on a reçu ce mail l'après-midi du jour où, notre client nous a dit: «C'est bon, j'ai reçu, mon indemnité transactionnelle». Donc voilà, transiger sur, des dossiers qui sont finis, c'est quand même assez intéressant, comme façon de faire. On va assigner l'AJE pour le coup. L'AJE, donc c'est l'agent judiciaire de l'État et l'agent judiciaire de l'État, c'est le payeur, c'est Bercy et donc en fait, on va assigner Bercy. On n'assigne pas le ministère de la Justice et en fait, c'est pour ça et en fait, c'est avec, l'AJE qu'on va transiger et comme en fait, ils se parlent pas entre le ministère de la Justice et Bercy, bah, du coup, on se retrouve dans cette situation complètement délirante où on a quasiment 2 procédures, qui sont en parallèle l'une de l'autre et sans lien entre les 2. En revanche, on doit bien justifier le courrier de mise en demeure dans le cadre du contentieux. Donc on va assigner, assignation TJ, classique. L'AJE va constituer avocat. À Paris, on a une quinzaine de confrères, la plupart super sympas, qui, ont ce marché public et faut savoir que les confrères et il y a, enfin, rien de désagréable à leur égard, c'est eux qui m'ont dit, ce sont des boîtes aux lettres, ce sont des passe-plats. C'est vraiment l'AJE qui traite des dossiers. Il y a des accords qui peuvent être proposés et dans ces cas-là, on signe un protocole transactionnel. Ensuite, on demande, l'ordonnance de désistement et ensuite, ils payent. C'est bizarre, hein, normalement, on est d'accord, hein, le paiement devrait être avant l'ordonnance de désistement, mais ça se passe pas comme ça et en fait, il faut l'ordonnance de désistement pour pouvoir demander le paiement, sinon la JE, paiera pas. S'il y a pas d'accord, il y a poursuite, de la procédure judiciaire, jugement et règlement. Il y a eu pas mal de transactions qui ont été faites. C'est, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était la façon dont ils travaillaient et puis, c'est plus le cas, aujourd'hui parce qu'en fait, il y a trop de dossiers, ils arrivent plus à les traiter et ceux qui ont des accords en cours, nous on en a quelques-uns aussi, c'est, l'horreur. Là, il faut nous mettre des délais dans la vue. Quand on a commencé, nous, il y a 1 an, on était sur des délais de 6 mois entre la mise en demeure et le règlement. Là, on est passé sur des délais de 12 mois. Donc voilà, compliqué, il faut les, relancer 150 milliards de fois, ça n'avance pas, c'est usant pour eux, c'est usant pour le tribunal judiciaire, c'est usant pour nous et du coup, on s'est rassemblés pour essayer de trouver des solutions pour, faciliter ces traitements et c'est voilà, une sorte de petit arrangement entre amis qui est vraiment, bizarre. C'est un contentieux d'usage qui sont expliqué nulle part, en fait. Donc nous, on a convenu avec eux qu'on ferait des assignations pour, au moins 100 personnes. 100 demandeurs, sans lien entre les demandeurs. Pas le même conseil de prud'homme, pas les mêmes salariés, pas les mêmes procédures, le seul lien, c'est le retard de justice en matière prud'homale. Moi, quand ils m'ont dit ça, je dis: super». Moi, je prends tous les risques, en fait, parce que c'est quoi? C'est une assignation collective, qui est pas acceptée en droit français et en fait, ils disent: «Bah oui, mais sauf que le président a dit que lui, il avait pas à le soulever d'office et la JE a dit qu'elle le soulèverait pas. Si tout le monde est d'accord, on peut faire comme ça». Après, moi, je trouve que le président est super. Je trouve que l'AGE se comporte bien aussi, même s'ils sont très, très lents. Sachez qu'ils viennent de recruter, donc une équipe pour, traiter donc cette cellule qu'ils appellent la cellule sérielle et qui va traiter, ces assignations collectives. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous propose de nous rassembler tous les dossiers parce que si vous devez envoyer des assignations individuelles, là, pour le coup, les délais de traitement sont longs et le président, bah, c'est ce qu'il veut éviter, le président de la chambre 1 du TJ, parce qu'en fait, sinon, son rôle est complètement encombré et c'est ça qui amène à des dates, très, tardives. Un dernier point quand même sur les résultats. Donc nous, ça fait 1 an qu'on a beaucoup travaillé sur, ces dossiers-là. On a lancé 300, dossiers d'indemnisation. On en a 200 qui, sont finis. Alors soit on a un accord, soit ils sont finis et on a obtenu la condamnation de l'État à 1 million d'euros. C'était notre tour de chauffe. Voilà, c'est que 300 dossiers. Donc on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, à faire ça et donc vous imaginez ce que ça peut donner si on s'y met, tous ensemble. Moi, je pense qu'il y a de quoi, faire réfléchir, l'État sur, le montant des condamnations. Le dernier point, très important pour nous et rapidement quand même, comment est-ce qu'on peut envisager ce contentieux de l'indemnisation des retards de justice comme un outil, de développement pour, les cabinets d'avocats? Donc, l'intérêt pour le client final, vous l'avez compris, l'indemnité. Il faut savoir que l'indemnité, oui, je vous l'ai pas dit, elle est en moyenne de 8 000 €. Après, évidemment,
développement avec des divergences importantes, hein, d'un dossier à l'autre. Ça peut être, voilà, très peu de retard, avec, 400, 600 € et puis ça peut monter, nous, notre plus gros dossier, il est à 25 000 €. C'est quand même pas négligeable et sur un délai moyen, avec un retard moyen, entre 25 et 30 mois, ce qui est la plupart, des cas. On est sur une indemnisation autour, de 7 000 à 8 000 €. Donc voilà, donc l'intérêt pour, le client final, c'est évident. L'intérêt pour, essayer de faire bouger les choses à la justice, c'est une hypothèse et voilà. Et pourquoi c'est un outil de développement pour les cabinets d'avocats? Alors je vous dis ça de façon assez documentée. Les 300 dossiers qu'on a lancés, on a travaillé avec une trentaine de confrères qui nous ont fait confiance et donc on a vraiment pu, voilà, réfléchir avec eux et puis surtout suivre, ce que ça a fait sur, l'activité de nos cabinets. Et évidemment, tous les dossiers de Sagan, sont partis en demande d'indemnisation. Alors d'abord, ce qu'on a pu constater, c'est, l'accroissement de la satisfaction, des clients. Donc vous savez, les clients sont extrêmement frustrés du fait des délais, ils comprennent pas, surtout à la cour d'appel, quand ça fait 2 ans qu'on leur dit: «Oui, mais en fait, on n'a pas de nouvelles de la cour d'appel et on ne peut rien faire pour les contraindre à nous donner une date» et donc du coup, on est, 1er interlocuteur de nos clients et on s'en prend plein la figure, hein. Je pense qu'on peut tous en attester. C'est vraiment pas facile. D'abord, on perd beaucoup de temps à leur expliquer, 20 fois que, bah oui, la cour d'appel ne répond pas et puis, vraiment, c'est la confiance, en fait, entre, l'avocat et son client qui peut être mis en cause. Donc quand on leur explique qu'il existe une procédure, au titre de l'indemnisation des retards de justice, en fait, ils comprennent que les retards, il y en a tellement qu'il y a une procédure d'indemnisation et en plus, ça change leur perception sur leur délai de procédure. Et on ne peut pas dire qu'ils soient ravis quand on leur dit qu'il y a un nouveau, renvoi et un nouveau délai, un nouveau prorogé, et cetera. Mais ils ont quand même plus la même perception parce qu'en général, ils nous demandent: «Ah, du coup, ça fait combien en plus, sur l'indemnité?» C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ils ont vraiment le sentiment d'être pris en charge, en fait, sur, l'intégralité de leurs problèmes et qu'on essaie de travailler sur, ce qui les frustre le plus et nous, ce qu'on a vu, c'est que ça permet vraiment d'accroître, la satisfaction des clients. Le deuxième point, c'est que c'est un outil de fidélisation de la clientèle du cabinet. Pour l'instant, cette procédure, encore une fois, s'adresse surtout, aux salariés et quand, le dossier d'un salarié est fini, sauf s'il a pas de bol, on ne le revoit pas, très vite après, hein. C'est, des one shot, hein, les dossiers de salariés et donc, on n'a pas beaucoup de raisons d'aller les recontacter quand le dossier est fini depuis un certain nombre de temps et pourtant, c'est notre base client, il faut, la travailler et en fait, bah, là, c'est quand même une super occasion de pouvoir les recontacter et de leur dire: «Au fait, est-ce que ça t'intéresse d'avoir 8 000 balles?» Ils sont assez contents, il y en a très peu qui disent non et c'est une façon de vraiment se rappeler à leurs, bons souvenirs avec une proposition, dont ils sont super satisfaits et donc ça permet de relancer le bouche à oreille et nous, on a constaté avec les confrères avec qui on travaille que le fait d'aller solliciter leurs clients pour leur proposer cette prestation a augmenté de façon globale, en fait, leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont eu des nouveaux clients qui sont arrivés par leurs anciens clients. Voilà, c'est quelque chose, qui peut être, utilisé, un levier, intéressant et puis c'est une génération, de chiffre d'affaires, supplémentaire. Alors à 2 niveaux. D'abord parce que c'est une ligne de chiffre d'affaires supplémentaire, qui est liée, aux honoraires, pris sur cette procédure et puis aussi ça permet d'être un argument pour inciter les clients à engager des contentieux, en leur disant que de toutes les façons, ça leur fait une sorte de garantie puisque, malheureusement, si je puis dire, mais ils ont une garantie que, leur, dossier sera traité dans un délai déraisonnable. Du coup, ça fait une garantie financière qui permet à minima de couvrir les frais d'avocat. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu indolore pour eux. Alors, certes, on a un sujet de temps, de temporalité. Ça arrive en fin de procédure prud'homale et il y a encore le délai pour aller le chercher. Mais quand même, ça existe. Et puis, il y en a, on a des situations complètement dingues où ils ont été déboutés, où ils ont très peu eu des condamnations très faibles. Et qui se retrouvent avec une indemnisation qui peut être au titre des retards de justice, qui peut être 15 000 € et qui peut être jusqu'à 3 fois plus importante que ce qu'ils ont obtenu devant le conseil de prud'homme. Donc, ils sont vraiment super contents. Et voilà, c'est en leur expliquant ça que en fait, on arrive bien à les convaincre d'engager les procédures. Voilà un peu, pour les explications, principales et pour, conclure et finir, ce que je voudrais, vous dire et vous proposer, c'est que ce contentieux de l'indemnisation des retards de justice devient vraiment un outil redoutablement, efficace de développement si vous ne le traitez pas vous-même. Donc, vous l'aurez compris, hein, je consacre une bonne partie, de mon temps sur ce contentieux. Donc j'ai constaté qu'il s'agissait vraiment d'un contentieux, en fait, d'experts avec des usages très spécifiques et il faut être assez, concentré là-dessus. Or, le cœur de mon métier, c'est d'être, avocat contentieux en droit du travail, justement.
Et donc, c'est pour ça que nous, on a créé une solution, donc éprouvée sur des centaines de dossiers, hein, qui est efficace, surtout clé en main pour les confrères. Donc en fait, votre job à vous, c'est, de prendre en fonction du volume de dossiers que vous avez entre une demi-journée et une journée, pour retrouver vos dossiers, nous partager vos décisions et proposer la prestation à votre client. Et en fait, après, nous, on s'occupe, de tout jusqu'au règlement final et en fait, avec ces seules actions, vous assurez, le partage, de l'honoraire avec, notre cabinet. Donc du coup, c'est, extrêmement rentable puisque vous avez, une ligne de chiffre d'affaires supplémentaire contre, quasiment, pas de travail. Donc voilà, je vous incite, chers confrères, à aller à vos archives et de voir, quel type, de décision vous pourriez avoir dans des dossiers où, vous pourrez avoir, des retards. Et si vous avez un doute sur le fait qu'il existe ou pas un retard, ne doutez pas trop longtemps, vous pouvez nous envoyer les décisions et puis on a conçu un calculateur des indemnités et donc assez rapidement, on peut vous faire les calculs, ça ne prendra pas beaucoup de temps puisque nous ces, calculs, sont automatisés et vous, ça vous permet, de ne pas passer à côté d'un dossier, où il peut avoir, une indemnisation. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais peut-être reprendre les questions. Le règlement se fait par CARPA. Alors, je vous le déconseille, parce que quand le règlement se fait par CARPA, il y a 2 choses très casse-pieds. Il faut demander au client un mandat pour, dire qu'il accepte d'être payé par CARPA. Donc c'est encore, un document supplémentaire, à produire et le deuxième point, c'est que, pour une raison que j'ignore, quand c'est, payé directement sur le compte du client, c'est payé en 2 semaines. Quand c'est payé sur un compte CARPA, c'est en 5 semaines. Voilà. Donc, il vaut mieux, payer directement, le client et moi, j'étais pas très rassurée au démarrage, de faire ça et puis finalement, sur tous les dossiers, et on en a beaucoup, on n'a pas eu un seul problème de paiement et alors même que oui, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est, les honoraires que nous, on propose au client final, c'est, 350 € TTC, d'honoraires initial et 30 TTC d'honoraires de résultat et donc voilà, quand on envoie la facture avec 30 d'honoraires de résultat, on peut se dire: «On va avoir un problème de paiement» et ben, on n'en a pas eu un seul tellement ils sont contents. Donc voilà, ça c'est un petit, tips, éviter la CARPA. Alors, est-ce que c'est possible de mettre en place cette, procédure si une décision définitive n'a pas été rendue? Oui, il faut quand même une décision de CPH, hein. On ne peut pas, quand on est en cours de procédure parce qu'en fait, comme on prend en compte toutes les dates de la procédure, il va nous manquer des dates et en fait, vous pouvez le faire mais enfin, c'est un peu dommage de multiplier en fait, les actions, devant le TJ. En général, nous, on attend que ce soit complètement fini parce que, par exemple, le préjudice financier, les dommages à intérêts, en fait, ils ne sont confirmés ou infirmés, enfin, en tout cas, ils sont définitif en appel et en fait, vous n'êtes pas en mesure de déterminer le préjudice financier quand, il y a, la procédure d'appel qui est en cours. Alors, on le fait néanmoins dans des cas, précis quand, d'abord il y a énormément de retard. De temps en temps, il y a des départages, voilà, très, très, très longs et si vous ajoutez, des prorogés de délibérés pendant des années, ça peut valoir le coup. On défend les VTC, dans leur action contre Uber, pas au fond, mais, sur l'indemnisation des retards et en fait, avec leur syndicat, on a décidé d'y aller tout de suite sans attendre, la décision d'appel parce qu'eux, ils ont absolument besoin. Uber les a asséchés et donc ils ont besoin de fonds et comme il y a eu beaucoup, beaucoup de retard sur les décisions CPH, ça leur permet déjà de toucher quelque chose et puis, surtout, de payer leurs honoraires et de continuer la lutte. Donc voilà, on peut tout à fait y aller, en fin de juste, CPH. On peut aussi y aller quand il y a une transaction. Dès lors qu'on a un calendrier de procédure qui a été fixé, ça suffit. On peut tout à fait, le faire. Alors évidemment, ça va s'arrêter un petit peu, enfin, évidemment, au moment où il y a la transaction, enfin, au moment où il y a surtout, l'ordonnance de désistement et là, voilà, on peut aussi demander donc quand on transige, en fin de cours d'appel, ça peut valoir vraiment, le coup, ouais. Donc ça, j'ai répondu, hein, l'indemnisation en moyenne, nous, en fait, la moyenne au cabinet, c'est 8 000 €. Donc voilà. Alors, il faut savoir que le ministère de la Justice est censé, rendre un rapport, annuel, sur, l'état des délais que, fait pas vraiment puisque le dernier, date de 2021 si je ne me trompe pas et là, en recoupant, les informations, dans ce du rapport, on a, calculé pour la partie prud'homale, une indemnité moyenne à 7 000 €. En 2021, l'État, dit c'est à peu près 7 000 et nous c'est 8 000. Alors, on pratique un honoraire de résultat,
comme je vous l'ai dit, hein, 30, pas de problématique de pas verser par la CARPA, non, on est sur des petits montants et d'ailleurs, ça c'est un point important sur, les 30 qui peuvent vous paraître, un peu, peut-être, excessifs, hein. Surtout peut-être vous vous demandez: «Non mais est-ce que c'est autorisé de faire, 30 Alors en fait, on n'a pas, de réponse officielle, du barreau de Paris. Vous imaginez bien qu'ils ne se sont pas mouillés là-dessus, mais en revanche, on a eu des discussions avec eux et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que quand on était sur des dossiers, des petits litiges, c'est-à-dire moins de 10 000 €, il est en fait, complètement classique, voire même pas excessif, que l'honoraire représente un tiers des condamnations et comme on est à 350 € TTC, pour le démarrage, plus 30 de TTC, hein, encore une fois, pour, l'honoraire de résultat, bah, finalement, on est complètement dans les clous de ce qui se pratique sur, les petits litiges et on nous a dit que si jamais il y avait des dossiers en fixation, on devrait les gagner. Il est possible de solliciter l'indemnisation dans tous les domaines, évidemment, puisque, voilà, l'article, 6, paragraphe 1 CEDH ne vise pas du tout, le prud'homme en particulier. Tout ce que je vous ai indiqué, c'est pour le prud'homme puisqu'on est vraiment sur, une procédure, particulière et d'ailleurs il y a le procureur, qui intervient, procureur de la République qu'on a dans tous les dossiers. Mais, ça marche, pour tout. Voilà, nous notre idée c'est, de pouvoir, étendre, au fur et à mesure, sur d'autres matières et à commencer par le pôle social puisque c'est quand même, pas très éloigné de ce qu'on fait en droit du travail et puis, avec des retards qui sont, complètement déments. Mais, les dossiers JAF, complètement, oui. Donc, je confirme, TAS, pôle social, oui. Juridiction pénale, bien sûr, tout. La publicité est-elle autorisée pour avoir de nouveaux clients? Ce que vous pouvez faire, c'est de la sollicitation, hein et en plus, c'est auprès, de vos clients donc vous pouvez évidemment leur proposer, cette prestation. Quant à la publicité, le RIN, oui, oui, nous, permet tout à fait, de faire de la publicité des avocats, c'est, valable, sous réserve, de respecter, l'ensemble, de nos obligations, de, dignité, et cetera. Mais, la publicité est autorisée. Les 350 € TTC d'honoraires initial inclus les frais d'huissier, complètement. Je confirme que c'est, plus difficile d'être indemnisé côté employeur. Je confirme que pour l'instant, on n'arrive pas à obtenir une indemnité pour les employeurs. C'est même pas difficile, pour l'instant, on n'y arrive pas, hein. Tous les dossiers, qui sont en cours, pour l'instant, n'ont pas abouti. Mais en tout cas, nous, on est déterminés, à aller obtenir, ce droit, ne serait-ce qu'en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et s'il faut aller revoir la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle fasse condamner l'État français, eh ben, je me ferai un plaisir d'y aller. Il verse un article 700 en transaction. Oui, absolument. Nous, on a dealé 350 € avec eux puisque, c'est, le 350 € de nos, honoraires initiaux et ils les payent, hein. Donc c'est préjudice moral plus préjudice financier plus article 700. Alors pourquoi choisir, Paris? Apparemment on m'entendait pas à ce moment-là et qui doit-on saisir? Pourquoi choisir Paris, de façon systématique? Bah, parce qu'ils ont cette, jurisprudence, très, claire, ce barème, qui est vraiment, voilà, intangible. Vous savez, où vous mettez les pieds. Quand on fait les calculs pour, estimer les indemnités, la plupart du temps, on tombe, à l'euro près, voire même au centime d'euro près sur, le montant qui va être accordé, in fine. Donc, c'est très, très, très prévisible, hein. Et pourquoi le TJ de Paris est compétent? Bah, parce que c'est, le siège social, si je puis dire, du défendeur, c'est-à-dire, du ministère, donc pas de la justice, mais, de Bercy. Parce que c'est Bercy, en fait, hein, qu'on assigne. La JE, c'est Bercy. C'est le payeur, en fait. C'est vraiment étrange que les employeurs ne puissent, pas avoir d'indemnité. Non seulement étrange, mais à mon avis juridiquement pas valable. Alors, une question sur la compétence en début de discussion, on n'a pas trouvé de réponse. La compétence, quel type de compétence? La compétence du, TJ de Paris, oui. Donc, voilà, compétence du TJ de Paris par défaut sur tous les dossiers pour la France entière. Et un point intéressant aussi, alors qui a été soulevé, par, nos confrères de Grasse, et de Nice avec qui j'ai pas mal discuté. Ils m'ont dit pour les confrères de province, c'est vrai que c'est assez intéressant de passer par Paris parce que chez nous tout est impersonnel. On ne sait pas, qui a fait quoi, alors que si, les dossiers sont engagés dans le ressort de vos barreaux, il y en a qui ont été saqués apparemment, par, la cour d'appel, pour avoir, mis en cause leur lenteur. Donc, voilà, si vous avez ce genre de crainte, bah, surtout passez par Paris parce que, ça ne se saura jamais. Bien sûr, je vous envoie, le deck, de formation. D'ailleurs, dans le deck, il y a mon numéro de portable si vous avez, des questions, si vous êtes, voilà, intéressé par notre prestation, bah, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que j'en reparlerai avec vous. Bah, s'il n'y a pas plus de questions, je vais clôturer. Je vous remercie beaucoup pour, votre présence et votre intérêt et vos questions et je reste à votre disposition. Bonne journée. Au revoir.